Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé d'une pépite qui te permettra de réaliser non pas un x10 ni un x100, mais simplement ton x1000. Et beaucoup d'entre vous l'ont compris, ce fameux message et ce fameux token en particulier, c'est ce sentiment qu'on a tous connu dans plusieurs situations de notre vie, la peur. Et oui, la peur, ce fameux token peur où tout le monde vend alors qu'il fallait justement acheter. Et tu remarqueras que pour faire partie du top 1% des investisseurs, il ne faut pas faire ce que fait la masse. Il ne faut pas faire ce que font 99% des investisseurs. Il faut justement être à contre-courant, tel un saumon qui remonte la rivière. Et cette peur, tu le sais, est démultipliée à cause de différents facteurs. La télévision, les réseaux sociaux, et notamment X, anciennement appelé Twitter, qui mettent très souvent en avant une multitude d'événements suscitant des émotions négatives, de la panique et même de la critique gratuite. Et comme tu le sais, le négatif attire le négatif, donc X, pas pour moi. Mais aujourd'hui, focalisons-nous sur le positif et comment faire en sorte qu'on soit justement dans ce top 1%. C'est le but de ma chaîne. Si tu es nouveau, moi je m'appelle Julien. Ici, on parle finance, investissement, crypto-monnaie, immobilier de temps en temps, bourse également, mais on parle également mindset qui, je pense, est l'actif sur lequel il faut que tu mises aujourd'hui. Et justement, on va focaliser sur cette partie mindset aujourd'hui en te parlant d'un autre token que beaucoup de néophytes dans la crypto négligent et pourtant c'est un actif hyper puissant. Et cet investissement qui te sera utile, pas seulement dans la crypto, mais également dans d'autres domaines de ta vie, et ce pour longtemps. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin, car tu gagneras ce fameux token en toute fin de vidéo. Donc oui, qu'on se le dise, toi comme moi, on l'a consommé, ce fameux token peur, dont je te parlais dans la dernière vidéo, mais aujourd'hui, on est sur ce fameux jour de l'émancipation. En effet, quand on est jeune, on est malléable, influençable, et notre jeunesse, si je puis dire, cérébrale, n'a probablement pas conscience de l'impact que ça a eu sur nos décisions. Et pourtant, elles sont énormes. Mais aujourd'hui, si j'ose dire, c'est Redemption Day, car je vais te partager une valeur qui m'a secrètement aidé à déconstruire justement tous ces biais cognitifs qui nous poussent à agir sous cette fameuse peur. Et sache que je ne suis pas le seul à l'utiliser. Elon Musk, Warren Buffett, Jeff Bezos, avec leurs réussites qui ont inspiré plus d'une seule personne, ont continuellement appliqué cette fameuse valeur à leurs investissements, voire encore plus dans leur mode de vie. Et regarde où ils en sont aujourd'hui. Et donc dans cette vidéo, je vais te partager quelques histoires inspirantes autour de cette vertu et te donner mes armes qui m'ont permis de totalement l'adopter dans ma vie de tous les jours. Et commençons tout de suite avec Jeff Bezos, tu sais, le PDG d'Amazon. Et qu'on le veuille ou non, les gens ont souvent un problème avec les milliardaires, ceux qui ont réussi. Et je vais mettre le pied dans le plat et je n'ai pas peur de dire les choses. Ce que beaucoup de personnes pensent, mais peu le disent. Et j'ai envie de dire, c'est un problème franco-français. Et qu'on se le dise, en France, on n'aime pas la réussite et on n'aime pas l'argent. On n'aime pas les personnes qui gagnent de l'argent, soit par envie, soit par jalousie. Mais si cette réussite ou cette fortune qu'on s'est créée nous arrivait à nous, bah on serait heureux. On serait heureux pour nous. On jalouse, mais si ça nous arrivait à nous, eh ben ce serait une perspective complètement différente. Alors bien sûr, l'argent n'achète pas le bonheur, mais il contribue largement. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'argent, pour moi, c'est un outil, pas une fin. Et on peut acheter, avec cet argent, on peut acheter du temps, on peut acheter des compétences et on peut acheter du plaisir. Mais revenons à Jeff Bezos. En 1995, Jeff Bezos crée Amazon, une librairie en ligne à la base complètement méconnue, basée sur une intuition visionnaire qui était la fameuse croissance explosive d'Internet, ce qui a amené ensuite à la bulle d'Internet. Et depuis son garage à Seattle, il a lancé un site qui, dès sa première année, a vendu des livres dans le monde entier. Ce qui confirmait finalement la puissance du commerce en ligne. Et tandis que les profits étaient à portée de main, Bezos choisissait délibérément de le réinvestir dans l'entreprise, et élargissant ainsi sa gamme de produits au-delà des livres et visait à améliorer constamment l'infrastructure et les capacités logistiques
d'Amazon. Au début, quand Jeff Bezos s'est lancé, il avait une cloche qui sonnait à chaque commande. Et au fur et à mesure du temps, cette cloche ne cessait de sonner. C'était le lancement et les débuts d'Amazon. Donc il était obligé d'améliorer justement l'infrastructure et de délocaliser son garage, qu'il a commencé tout seul, pour augmenter les capacités logistiques d'Amazon. Et je peux te dire que quand tu réussis comme ça, on t'attend au tournant. Il y a toujours des détracteurs. Ils étaient nombreux, très nombreux, allant même jusqu'à surnommer l'entreprise Amazon, Amazon, pas .com, mais Amazon.bomb. Puisqu'à l'époque, on était dans cette fameuse bulle Internet qui était prête à éclater. Mais j'ai envie de te dire, Bezos était armé de cette fameuse détermination qui est une des qualités de beaucoup d'entrepreneurs, mais également d'une patience envers sa vision long terme. Il a persisté et il n'a pas lâché. Et ce succès que l'on reconnaît aujourd'hui est le fruit finalement d'une dure labeur sur des dizaines d'années, car aujourd'hui on voit le résultat d'Amazon, mais c'est le fruit d'un travail de 30 ans. Parce que Bezos avait compris une chose, que pour construire un géant, il fallait investir dans la technologie, dans l'innovation et dans l'expérience client. Et même si cela signifiait sacrifier des bénéfices immédiats. Immédiateté ou long terme. Et c'est ainsi qu'au cours des années 1990 jusqu'aux années 2000, Amazon évolue considérablement en adoptant autre chose que des livres. Donc on va pouvoir y trouver des vêtements, des jouets, des accessoires électroniques. Et c'est exactement à ce moment-là où Amazon passe d'une librairie en ligne à un géant centre commercial en ligne. C'était une première dans le monde. Et pour ne pas être juste n'importe quelle boutique e-commerce, il a davantage accentué l'avance qu'il avait sur le marché avec l'introduction d'Amazon Prime en 2005. C'était ce principe d'adhésion qu'on connaît tous aujourd'hui qui offre une livraison gratuite et rapide qui a permis finalement de fidéliser les clients et également à radicalement changer les attentes des consommateurs en matière de shopping en ligne. Et aujourd'hui, moi y compris, on est beaucoup à utiliser ce simple service. Et c'est fou quand même de se dire qu'en une fraction de seconde, on peut commander depuis son téléphone et être livré en l'espace de quelques heures sans bouger de son canapé. Et là, ici, pas besoin de se déplacer dans tel ou tel magasin et de perdre du temps. Et quand je vous disais que l'argent permettait d'acheter du temps, on est en plein dedans. Et justement, en parlant de temps, le temps et l'histoire ont prouvé que la stratégie de Bezos était finalement judicieuse, puisque Amazon a franchi le seuil symbolique de 1000 milliards de dollars en capitalisation boursière en septembre 2018. Et son succès a également eu des répercussions profondes sur la société et l'économie mondiale en redéfinissant les attentes des consommateurs et en poussant d'autres entreprises à suivre le rythme de la transformation numérique. Et Jeff Bezos a donc démontré que la patience n'était pas simplement une vertu, mais c'est une stratégie d'affaires. Et malgré les critiques et les défis économiques, sans parler des fluctuations du marché, il a tout simplement maintenu le cap. Il était tout simplement convaincu que chaque décision devait contribuer à la mission à long terme d'Amazon, c'est-à-dire révolutionner le quotidien des consommateurs à l'échelle mondiale. Et c'est pour ça que j'ai un grand respect pour cet homme, car malgré les critiques, il a créé sa propre fortune. C'est qui lui a permis d'être dans la fameuse catégorie, ce qui est le cas de beaucoup de millionnaires et de milliardaires de ce monde, des self-made billionnaires, avec le temps, la patience et la résilience. Mais si tu le veux bien, retournons un petit peu en arrière en 1987. Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22%, almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of 1929. Puisque oui, le marché boursier connaît cette année-là une crise sans précédent. Le marché s'effondre, le Dow Jones connaît un lundi noir, le fameux Black Monday, avec une correction de 22% en une seule journée. Autant te dire que les gens sont en panique. Les titres plongent, le chaos est total, mais
tu dois te dire, et que s'est-il vraiment passé en 1987? Et je te répondrai, sur le coup, c'était la panique et c'était la fin du monde. Aujourd'hui, qui s'en souvient? Plus grand monde. Sauf un personnage assez connu des finances qui n'est autre que Warren Buffett. Car oui, au milieu de cette peur, il y a Warren Buffett, avec une stratégie bien définie qui repose sur sa conviction et sa patience. Alors que les autres vendent dans la panique, lui, il guette. Il attend son moment. Et ce moment-là, tant attendu, arrive en 1988. Puisque pendant que le monde financier se lamente encore sur ses pertes, Warren, lui, voit une lueur d'opportunité dans une vieille entreprise américaine que tout le monde connaît aujourd'hui, Coca-Cola. Et ce n'est pas simplement une boisson, c'est un symbole. C'est une partie du quotidien de millions de personnes à travers le globe. Et là, il décide de faire un pari, un gros pari, puisque via son entreprise, Berkshire Hathaway, il investit 1,3 milliard de dollars pour acquérir une montagne d'actions Coca-Cola. Et à l'époque, ça représente environ 6,2% de la compagnie. Et pour beaucoup, c'était considéré à l'époque comme un coup de folie. Mais Warren, il voit beaucoup plus loin que le bout de son nez. Il voit des décennies à l'avance. Et les années passent, les cycles économiques se succèdent, mais Warren, fidèle à sa stratégie, il tient bon. Il tient bon à ses actions Coca-Cola qu'il a en main. Et tu sais quoi? Alors que les sceptiques doutent, la valeur des actions grimpe, doucement mais sûrement. Et tu vas me dire, et les dividendes là-dedans? Eh bien tout simplement, une pluie d'or ne cesse de tomber inévitablement chaque année grâce à ces actions Coca-Cola. Et ce que Warren nous montre ici, c'est qu'un bon investissement n'est pas celui qui donne des résultats instantanés, mais celui qui prospère avec le temps. Ici, il ne s'agit pas de courir après la prochaine fusée en vue du décollage, mais plutôt de cultiver une terre fertile et d'attendre tout simplement que les fruits mûrissent. Et Coca-Cola, pour Warren, c'était tout simplement cette fameuse terre promise. Maintenant, imagine-toi un instant dans ses chaussures à cette époque. Et c'est facile de se faire laisser emporter par la peur quand tout s'effondre autour de toi. Mais il a choisi, lui, de résister, de faire confiance à ses intuitions les plus profondes et sur la qualité et la durabilité de cette entreprise qui est maintenant et aujourd'hui iconique. Et cette patience, elle a payé. Les années 90 ont vu tout simplement Coca-Cola élargir sa présence globale, innover avec de nouveaux produits et renforcer sa marque. Et tandis que d'autres entreprises naissaient et disparaissaient, Coca-Cola restait un pilier de stabilité et de croissance. Et pendant que le monde financier se laissait dicter par les réactions à chaud, lui, Warren, écrivait sa propre histoire. Une histoire où chaque chapitre augmentait la valeur de l'histoire finale. Et son exemple ici nous enseigne qu'avec la recherche approfondie et de la patience, investir peut être beaucoup moins risqué et beaucoup plus rentable qu'on ne le pense souvent. Et une de ces citations qui illustre bien l'importance de la patience, c'est « If you aren't thinking about owning a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes ». Ou en français, si vous n'êtes pas prêt à conserver une action pendant 10 ans, ne songez même pas à la détenir pendant 10 minutes. Et maintenant, je t'invite à regarder autour de toi. Et quand on voit toutes ces histoires d'investisseurs cherchant la prochaine pépite, eh ben, il y a également Warren Buffett qui était là avec une conviction simple. Les bonnes entreprises tiennent bon avec le temps. Ça te fait réfléchir, non? Parce que à cette époque, investir, c'est plus que placer de l'argent. C'est une vision. C'est un engagement à long terme. C'est croire en quelque chose de plus grand que les fluctuations du marché ou l'aspect purement spéculatif. Et tu sais, je te disais au début de la vidéo que le temps, c'est de l'argent. Mais Warren nous a montré qu'en réalité, la patience est d'or. Et c'est elle qui transforme des décisions réfléchies en richesse durable. Et c'est elle qui fait de nous,
non pas des joueurs de casino, mais des acteurs de notre propre avenir financier. Mais maintenant que je t'ai raconté ces différents parcours, je ne peux pas te laisser comme ça sans te donner des pistes pour travailler justement cette patience. Donc plusieurs méthodes peuvent être adoptées aujourd'hui pour maintenir justement cette approche disciplinée. Donc voici quelques stratégies adaptées à tout profil d'investisseur et particulièrement utiles en forte période de volatilité des marchés, comme sur le marché crypto qui est hyper volatile. En 1, je dirais qu'il est essentiel d'élaborer une stratégie d'investissement et de se concentrer sur le long terme. Et ça me rappelle étrangement lorsque j'ai passé mon permis voiture ou même mon permis moto, mon prof d'auto-école me disait souvent « regarde au loin ». Parce que là, tu vas gagner en stabilité et en équilibre. Dans la finance, c'est la même chose. Car oui, clairement, établir des objectifs financiers à long terme peut te servir de guide et te dissuader de vendre précipitamment, surtout lorsqu'on est omniprésent sur les réseaux sociaux. On en a parlé juste avant. Et cette stratégie s'applique autant pour les prises de position que pour les prises de profit. S'appuyer sur un plan d'investissement adapté peut contribuer à rester fidèle à sa stratégie initiale et le meilleur exemple dedans, en termes de stratégie, c'est tout simplement le DCA. Et j'ai envie d'appuyer un petit peu plus là-dessus car le problème, tu le remarqueras, nous humains, c'est qu'on n'est pas à l'aise à ne rien faire, de ne rien dire. Et je ne sais pas toi, mais j'ai été quelquefois confronté à ces fameux blancs que l'on peut avoir dans une conversation en groupe. Et je vais te raconter une anecdote. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai participé à un grand dîner entre investisseurs et entrepreneurs. À ma gauche, j'étais à côté d'un investisseur très connu, des réseaux d'ailleurs, et qui a réussi. Et j'avais une conversation à 3, et cette troisième personne, qui était à droite, lors d'un blanc de quelques secondes, a dit à cet investisseur bien connu à ma gauche, « Taylor, s'il te plaît, sors-nous de ce blanc. » Parce qu'à un moment, on discutait, et puis il y avait 1, 2 ou 3 secondes où personne ne parlait. Ou en tout cas, dans notre conversation, on ne parlait pas. Et personnellement, et je ne sais pas toi, mais j'aime les blancs. J'aime les pauses. Et souvent, on ne prend pas le temps. À l'image des réseaux sociaux, puisqu'on va aller trop vite, on veut trop faire. Mais justement, je pense que c'est dans le silence que l'on réfléchit et que l'on pense, qu'on fait le point. C'est dans le silence que l'on progresse et que l'on avance. Et tu l'as remarqué dans quelques vidéos, je vogue de temps en temps sur ce silence-là. Je prends mon temps. Je parle plus lentement pour prendre justement ce temps derrière lequel tout le monde court. Je fais des pauses. Et j'ai envie de te dire, je suis à l'aise avec ça. Et pour parler du deuxième conseil, pour travailler sur la patience et d'accepter la volatilité comme une caractéristique du marché. La crypto, c'est une exception. 24 heures sur 27, 7 jours sur 7. Mais il faut travailler justement et accepter cette volatilité. Et reconnaître que la volatilité est une partie intégrante des marchés financiers, au même titre que les files d'attente sont courantes dans les magasins, cela peut être perçu de façon inconfortable, mais te permet d'accepter que des fluctuations de marché sont inévitables et aide justement à se préparer psychologiquement aux corrections et évite de céder tout simplement à la panique. Et je sais pas toi, mais je suis toujours étonné de voir que certaines personnes qui se lancent dans la crypto-monnaie pour sa volatilité et pour faire des gains rapides ne prennent pas immédiatement conscience que la volatilité peut tirer un actif vers le bas. Ils pensent que dès lors qu'ils appuient sur le bouton acheter, le cours va monter sans jamais corriger. Et j'ai envie de te dire que cela arrive, mais cela s'appelle pas la crypto, ça s'appelle un rug pull. Tu sais, c'est ces fameux scams, ces fameuses arnaques qui ne font que monter et que dès que tu veux retirer, tu peux pas. So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, oh! Oh! It went to zero! Yo! Damn! There we go. Squid Games. Sayonara, motherfucker. Oh, good Lord. Holy shit.
You seen it live, baby. You seen it live. A goddamn rock pool, baby. Le troisième conseil est de se rappeler que le temps joue en faveur de l'investisseur. Il est ultra important de se souvenir que les corrections du marché sont souvent de courte durée et que les périodes de baisse s'achèvent toujours à un moment ou un autre. Si tu es investisseur depuis longtemps, tu dois être familier justement avec la cyclicité des marchés. Et historiquement, on décèle souvent des cycles de 7 ans. Un peu comme le marché crypto qui connaît un bull run tous les 4 ans lié au principe du halving. Le S&P 500 a toujours performé sur du long terme de 9% par an. Donc ici, il ne faut pas regarder sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Non, il faut regarder sur plusieurs années. Mais qu'on se le dise, la réussite en matière d'investissement repose en grande partie sur l'état d'esprit. La patience est donc une qualité, à mon avis, primordiale pour les investisseurs. Mais il est cependant important de distinguer la patience d'un côté et l'obstination de l'autre. Car savoir quand il est temps de revoir ou d'ajuster sa stratégie peut être tout aussi crucial. Donc, j'ai envie que tu prennes un moment pour réfléchir non seulement au contenu de la vidéo, à ce que cela évoque pour toi, et certains diront que ce sont des conseils banals, que tout le monde connaît. Certes, mais je pense qu'il est toujours essentiel de rappeler les bases, que la patience est une vertu qu'on devrait appliquer dans notre vie de tous les jours, que ce soit notre vie de père, de mari ou d'investisseur. Mais selon moi, il y a une très grande différence entre connaître ces conseils et prendre le temps d'en prendre conscience. Donc, je t'inviterai à faire une chose après cette vidéo, c'est de prendre le temps. 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Donc ici, prends le temps qu'il faut. Il n'y aura pas de chronomètre, mais ne passe pas à la vidéo suivante, ne passe pas à l'activité suivante. Fais pause dans ta vie pour une fois et prends le temps. Prends le temps de réfléchir en silence, qui peut paraître pour certains insupportable, mais que personnellement, j'embrasse surtout quand tu as 2 enfants comme moi. Et si t'es parent, tu sais de quoi je parle. Et si tu me suis depuis longtemps, tu as peut-être déjà vécu une situation où tu as acheté en plein FOMO, la peur de rater le train, ou bien vendu suite au FUD, tout ce qui est panique, peur et incertitude. Eh bien, rassure-toi, même moi je l'ai déjà connu, et des millions d'investisseurs également. Et c'est pour ça que j'ai adopté une stratégie maintenant long terme qui repose énormément sur ma capacité à être patient, même si le marché semble incertain. Et bien sûr, comme tout le monde, je surfe sur les cycles, comme actuellement. Mais j'ai toujours cette vision long terme. Et la patience n'est pas seulement l'attente, c'est la manière dont nous attendons et ce que nous faisons pendant cette attente, qui est ultra importante. Et il y a également une dernière chose qui m'a bien aidé dans ce combat contre la panique, c'est d'être entouré de personnes ayant un mindset très solide, s'entourer des bonnes personnes. Et on dit souvent que lorsqu'on se sent mal, qu'on a des doutes, il est toujours conseillé de l'exprimer, de l'extérioriser. Mais qui le fait lorsqu'il est seul? Et ceci m'a emmené à créer un club privé, unique, où seuls les plus déterminés peuvent y avoir accès. Et ici, on ne se contente pas de juste regarder le marché, attendre des opportunités, mais on partage également nos stratégies, nos peurs, nos doutes. Et toute cette collaboration aide l'ensemble du groupe à affiner nos prises de décision. Je ne te cache pas que les places sont limitées, on n'accepte pas tout le monde, mais tu peux postuler dès aujourd'hui, le lien est en description. Il te faudra sûrement une pointe de patience avant que mon équipe ne te contacte, mais si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as déjà cette qualité dans ton porte-bagages. D'ailleurs, rappelle-toi, appuie sur pause, lâche le mot patience en commentaire et laisse-moi ton avis sur cette vidéo et prends le temps. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite bien évidemment à t'exprimer via un like ou juste à t'abonner, c'est gratuit. Et je t'incite à regarder cette vidéo qui, je pense, va te plaire et qui est sur le même mood que celle-ci. C'était Julien, je te dis à bientôt. Ciao!